Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours sur la couleur et la quantité de matière. Alors, pour commencer, je vous propose de voyager un petit peu, puisqu'on se trouve ici à la Médina de Marrakech, plus précisément dans le quartier des tanneurs, où on les voit ici teindre des tissus à l'aide donc de différents bains de colorants. J'attire votre attention sur par exemple des colorants de teinte très proches, mais certains sont plus foncés que d'autres. Alors cette photo va me permettre effectivement de planter le décor pour cette première vidéo en tout cas, qui portera sur la notion de matière colorée. Dans une deuxième vidéo, on s'intéressera à ce qu'on appelle le dosage par étalonnage de solutions colorées. Donc c'est un peu une nouveauté, mais on verra que c'est rien de bien compliqué. Dans une troisième vidéo, on s'intéressera à la transformation chimique, qui est une notion qu'on a déjà abordée en classe de seconde, donc il faut revenir dessus pour pouvoir ensuite introduire la dernière capsule vidéo, qui portera sur une notion un peu plus abstraite, mais très importante en chimie, qui est la notion d'avancement, ainsi que l'utilisation d'un tableau qu'on appelle tout simplement le tableau d'avancement. Alors revenons sur ce qui nous intéresse ici, la matière colorée. Alors, il existe principalement deux types de matières colorées, les pigments et les colorants. Les pigments sont insolubles dans le milieu qui les emploie et diffusent la lumière non absorbée. Quant aux colorants, eux sont solubles dans le milieu qui les contient et les solutions qui contiennent les colorants est transparente. Alors, dans les diapositives qui vont suivre, on va chercher à interpréter la couleur des pigments et des colorants. Finalement, on va chercher à modéliser leur couleur. Alors, pour les pigments, partons d'un exemple. Ici, je prends un pigment jaune. Si on demande au physicien ou à la physicienne que vous êtes d'interpréter, de modéliser la couleur jaune de ce pigment, vous pouvez dire, eh bien, le pigment jaune est éclairé par une lumière blanche, qu'on peut interpréter, qu'on peut modéliser comme la superposition de trois spots lumineux rouge, vert, bleu. Et le pigment jaune va absorber la radiation bleue pour ne diffuser que les radiations rouges plus vertes. Autrement dit, vous allez pouvoir interpréter, modéliser la couleur du pigment en termes d'absorption et diffusion. Si on parle d'absorption, ça veut dire que le pigment jaune a soustrait une certaine radiation à la lumière blanche qui l'éclairait. Donc là, on est aussi dans le cadre d'une synthèse soustractive. Qu'en est-il pour les colorants ? Le colorant donc est une solution transparente. Éclairons un colorant par une lumière blanche dont je vous rappelle ici le spectre. Et si on place notre œil derrière la cuve, on constate que la lumière transmise est de couleur magenta, donc la même couleur bien sûr que la solution. Et si on trace le spectre, si on obtient le spectre de cette lumière transmise, on constate une bande d'absorption dans les radiations vertes. Alors on peut par exemple aussi tracer le profil spectral en intensité de lumière transmise de cette lumière magenta. On constate qu'il y a un maximum ici dans les courtes longueurs d'onde de lumière transmise dans les bleus donc, et un maximum de lumière transmise dans les grandes longueurs d'onde qui coïncident au rouge. Lumière bleue plus lumière rouge donne du magenta. On pourrait aussi tracer le profil spectral de cette lumière transmise en termes d'absorbance, et on constate que cette lumière transmise absorbe préférentiellement dans les moyennes longueurs d'onde qui coïncident au vert. Alors, il serait peut-être pertinent à ce moment-là du cours de noter au moins une définition de l'absorbance, puisque c'est une notion qu'on va aborder dans la diapositive, dans la vidéo qui suivra. L'absorbance est une grandeur mesurant la capacité d'une solution colorée à absorber la lumière. En fait, il s'agit de comparer la lumière transmise par rapport à la lumière incidente, et le rapport de cette intensité de lumière transmise par rapport à l'intensité de la lumière incidente, ce rapport moyennant un petit calcul mathématique, donne accès à cette grandeur qu'on appelle l'absorbance, qu'on note par la lettre A majuscule. L'absorbance est une grandeur sans dimension et sans unité, et qui est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre ou à l'aide d'un colorimètre. Alors, est-ce que c'est surprenant que le profil spectral en termes d'intensité de lumière transmise est complémentaire par rapport au profil spectral en termes d'absorbance ? Bien non, rappelons-nous du cercle chromatique. Un objet qui diffuse du magenta absorbe sa couleur complémentaire, à savoir le vert. Donc c'est tout à fait cohérent. Finalement ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'une solution colorée, la couleur d'un colorant, peut s'interpréter en termes de transmission et d'absorption. Donc si absorption, là encore, il y a une soustraction de certaines radiations de la lumière incidente sur le colorant. Finalement, un colorant se comporte comme un filtre,
Et on l'a vu, qu'on parle de colorant, de lumière de colorant, de couleur de colorant ou de couleur de pigment, finalement, la couleur de ces deux matières colorées peut s'interpréter en termes de synthèse soustractive. Alors, ça c'est la première étape de la diapositive de la vidéo. Deuxième étape, comment on peut interpréter la couleur d'un objet issu d'un mélange de matières colorées. Je vous propose de reprendre l'exemple du sirop de menthe qu'on avait étudié en activité expérimentale. Si on prend son profil spectral en absorbance, on voit deux pics, et on se souvient que le sirop de menthe est constitué de deux colorants, le bleu patenté et la tartrazine qui est jaune, dont je vous rappelle ici les profils spectraux. On constate bien que le profil spectral du sirop de menthe coïncide à la superposition des profils spectraux de chacun de ces constituants colorés. Finalement, les radiations absorbées par un mélange de matières colorées, ici par exemple le sirop de menthe, correspondent aux radiations absorbées par chacun des constituants du mélange, ici le bleu patenté et la tartrazine. Alors, on peut aussi interpréter ça en termes de synthèse soustractive, et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'on a finalement ici un modèle qui va nous permettre d'expliquer la couleur d'un objet issu d'un mélange de matières colorées. Chaque constituant du mélange, par exemple le bleu patenté et le jaune, se comportent comme des filtres, respectivement cyan et jaune, des filtres superposés et placés sur la trajet de la lumière blanche. Donc si on superpose un filtre cyan sur un filtre jaune sur le trajet d'une lumière blanche, il ne reste que la lumière verte comme lumière transmise. C'est bien ce qui correspond à la lumière diffusée par le sirop de menthe. Transmise, pardon, par le sirop de menthe. Alors, comment fabrique-t-on des matières colorées? On peut obtenir des matières colorées par extraction. Un exemple d'extraction, ce qu'on appelle l'extraction liquide-liquide. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque c'est une technique qui a déjà été abordée en classe de seconde. Il me semble qu'à la fin du livre, il y a une fiche de méthode qui rappelle notamment les critères pour choisir le bon solvant extracteur. Une autre façon de faire, eh bien, c'est tout simplement de fabriquer des matières colorées, à proprement parler, on parlera de synthèse. Voici deux chimistes qui ont été parmi les premiers à fabriquer des colorants. Je citerai l'anglais Perkin, qui en 1856 a synthétisé la mauvéine. Alors je crois pas, à mon avis, c'est pas le premier à avoir fabriqué une espèce colorée, mais ça veut dire que c'est un des premiers. Et puis l'allemand von Baeyer qui a synthétisé en 1882 l'indigo. C'est un colorant que vous connaissez parce que c'est celui qu'on retrouve dans les jeans. Donc votre challenge pour vous ce soir au repas familial, ce sera donc de citer ces deux scientifiques comme étant faisant partie des premiers scientifiques, des premiers chimistes à avoir synthétisé des matières colorées. Ça fera chic, vous verrez. Et puis un autre aspect qui n'est pas vraiment à proprement parler une fabrication de matières colorées, mais pour vérifier la pureté du colorant synthétisé, on peut procéder à une chromatographie, qui est une technique de séparation et d'identification d'espèces chimiques. La première chromatographie que vous avez rencontrée, c'est en classe de seconde, c'est la chromatographie sur couche mince, donc là encore je n'en reviens pas là-dessus puisque c'est le programme de l'an dernier. J'attire votre attention sur le mot solvant qui est écrit ici en anglais et pas en français. Et puis l'autre chromatographie qu'on a vue en première S, qui est la chromatographie sur colonne, où ici on retrouve la chromatographie du sirop de menthe, donc on avait fait en TP. Alors, il nous reste une petite diapositive pour terminer ce cours sur la notion de concentration d'une solution colorée. Prenons une solution de permanganate de potassium qui est de couleur magenta. Cette couleur magenta est due au permanganate de potassium présent dans le solvant eau. Comment peut-on expliquer la différence de teinte? Ici on a une teinte plutôt claire par rapport ici à une teinte plutôt foncée. Eh bien on peut le justifier en termes de concentration. La solution ici appelée S5 a une concentration en permanganate de potassium bien plus faible que la solution ici S0. Alors petit défi, comment évolue l'absorbance de ces solutions quand la concentration de l'espèce colorée augmente? Autrement dit, l'absorbance de la solution S0 est-elle plus grande, plus petite ou égale que l'absorbance de la solution S5? Et pourquoi? Je ne vais pas répondre dans cette vidéo à cette question puisque les éléments de réponse se trouvent dans la vidéo qui suivra. Je vous dis donc à bientôt.